On va revenir du coup sur la carte préliminaire de la semaine passée, avec déjà des choses un peu particulières, parce que Jared Gordon contre Thiago Moises, c'était en carte préliminaire. Tessia Torres aussi, je trouve qu'en vu le parcours de ces combattants à l'UFC, ça aurait été quand même bien de les mettre en carte principale, sachant que même Jared Gordon Thiago Moises n'était pas le combat principal de la carte préliminaire. Bon, après, en plus, on a vu qu'on s'est retrouvé avec l'annulation de Paul Craig contre Bellato, avec 8 combats en carte préliminaire et seulement 4 en carte principale. Bon, on le savait pas d'avance, c'était vraiment la dernière minute où Bellato est tombé malade. En plus, j'étais curieux de voir ce combat, Paul Craig, là. Et Bellato, des doutes sur ce qu'ils font en ce moment, donc ça aurait été intéressant de le voir. Et voilà, en plus, donc on a une Tessia Torres qui débute le premier combat en plus de la carte. Tessia Torres qui partait grande favorite. 13e dans la KT contre Pinheiro qui est 15e. Qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, en plus, déjà d'entrée, on a encore le droit à cette petite vidéo de soutien dès qu'il y en a une qui combat à des Pennington avec leur bébé dans les bras. Ouais, c'est bien, sauf que là, c'est tout le temps. Ça commence à être. Je me demande si ça ressemble vraiment à ces vidéos de soutien des proches quand un combattant débarque au Contender Series, quoi. C'est un peu ridicule. Il y a un moment. On va arrêter de faire ça, j'espère. Alors. 32 ans Pinheiro, 35 ans Pennington, donc pas si jeune Pinheiro. Elle a déjà depuis quelques temps. Pinheiro, j'aime pas trop, je trouve qu'elle a vraiment des lacunes debout, c'est pas bon, c'est pas propre à voir. Et Torres, je trouvais que des problèmes au niveau des décisions, des splits qu'elle a perdus, qu'elle aurait pas dû perdre selon moi, mais bon, c'est toujours serré. Admettons, donc comment ça s'engage ? Effectivement, une Torres qui va tout de suite mettre du volume, mettre de la pression. Pinheiro qui n'a pas de réponse, qui ne sait pas quoi faire. Premier round vraiment très difficile pour elle, largement pour Torres, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, ça travaille très bien, on a vu des bonnes blitz, on a vu tout ce qu'il fallait, ça rentre, ça ressort, ça frappe, et Pinheiro ne sait pas trop quoi faire. Deuxième round par contre assez étrange, Tessia Torres Pennington qui vraiment baisse de régime, vraiment là elle est plus du tout dans le même volume envoyé, Pinheiro qui voit l'ouverture, qui en profite, qui envoie de belles choses. D'ailleurs je suis étonné, en fait elle a bien progressé debout. Il était temps, ça fait plaisir à voir. En plus, elle fait des sidesteps avec des contres derrière, c'est très intéressant. Pennington reste quand même dans une maîtrise des distances et de ses entrées, mais voilà, c'est Pinheiro qui reprend l'avantage. Elle fait parler son passé de judokate aussi. Alors à un moment, effectivement, elle baisse sa garde, elle se fait connecter. Mais voilà, c'est très intéressant. Troisième round, c'est encore bien à l'avantage de Pinheiro. Là, c'est clair et c'est net. Pennington qui n'est toujours pas, qui n'envoie plus rien en fait, au niveau du volume. Alors c'est pas qu'elle n'envoie plus rien du tout, mais je veux dire comparé au premier round où elle envoyait beaucoup, elle mettait la pression. Là, deuxième, ça s'est bien calmé. Troisième, elle a pas repris. Ça m'a étonné. Du coup, Pinheiro, c'est tout pour elle, quoi. Donc effectivement, son judo est bien présent. Pennington a eu quelques moments dans ces rounds-là où elle va envoyer un sidekick pour ensuite envoyer un backfist. Alors, à un moment, la première fois qu'elle envoie, ça a failli faire des éclats, sauf qu'elle en renvoie directement derrière, elle se répète tout de suite derrière, ce qui est complètement, pour moi, un geste de débutant de faire ça, mais bon. Au niveau de la décision des juges, on est sur une Pennington qui a la décision unanime de tous les juges, alors que là, pour le coup, moi, ça aurait été une split, ça m'aurait pas étonné, et surtout, je voyais quand même le deuxième round pour Pinheiro, je comprends que ce soit disputé, donc c'est assez particulier. Maintenant en plus Pinheiro se retrouve sur 4 défaites consécutives, pas sûr qu'elle reste à l'UFC, alors que tristement là c'est les moments où je vois qu'elle a des progrès debout, je vois qu'elle commence à montrer des belles choses. C'est un peu dommage, et Pennington qui selon moi c'est une décision unanime, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. C'est une performance décevante, je doute d'ailleurs même de son avenir là pour l'instant dans le top 15, donc je sais pas comment ça va se passer pour elle pour la suite. Ensuite on a eu chez les flyweight hommes un combat attendu, puisque c'est Yousung Park contre Carlos Hernandez. Alors Carlos Hernandez, bien sûr, c'est des hauts et des bas, c'est vraiment alterné victoire-défaite. C'est difficile pour lui, pour le combattant de Chicago. Et le problème qu'il y a avec Yousung Park, c'est que effectivement, dans ces combattants invaincus, c'est à savoir qu'est-ce que ça va donner contre une plus grande adversité, parce qu'en face, il n'y avait pas grand monde. C'est vrai que là, quand il n'y a pas vraiment d'opposition, on peut avoir toujours des doutes sur le fait que les résultats, c'est à mesurer et à pondérer. Donc il faut voir un petit peu ce que ça donne au niveau de, techniquement dans la cage, et pas forcément juger face à l'adversité. Et effectivement, il y a quand même des attentes vis-à-vis de Yousung Park, dans le sens où ce qu'il montre, c'est toujours quand même du très bon niveau. C'est pas parce que l'adversaire est nul, c'est aussi juste parce que lui, ce qu'il montre, c'est quelque chose de très intéressant.
Et effectivement, là, il confirme. C'est une bonne recrue d'ailleurs des Road to UFC 2022. Il est patient, il est précis, il a une variété dans ses frappes et dans ses combinaisons. Il met une pression de manière très intelligente sur son adversaire. On voit que quand il va amener au sol, c'est vraiment un crochet de jambe, mais vraiment comme il faut. Et tout de suite, en fait, il a tout de suite les bons automatismes, les bons réflexes. Il sait exactement quoi en faire pour prendre le dos, pour faire son étranglement arrière. Carlos Hernandez, qui est vraiment très moyen, il faut pas se mentir. Qui a envoyé des frappes en blitz dans la garde de son adversaire, qui se retrouvait sur le reculoir. On sentait qu'il y a des problèmes niveau mental, qui n'étaient pas forcément présents, là, pas forcément solides. Donc voilà, moi ce que j'attends de voir, donc du coup du côté de Yosun Park, c'est de confirmer. J'ai vraiment je demande à confirmer déjà son travail sur son footwork parce que je trouvais ça très intéressant à voir sur ce combat et savoir si c'est vraiment sur ce combat ou c'est encore plus ancré chez lui ce talent en fait. Il est sérieux et il est à prendre au sérieux. Franchement, ça déconne zéro du côté du Coréen. Donc voilà, ça fait plaisir à voir et c'est un combattant selon moi à suivre cette année et peut-être s'il continue de confirmer son talent à voir pour les années suivantes. Vraiment très intéressant dans la catégorie flyweight, il se passe quand même pas mal de choses. On continue chez les strawweight féminines, alors avec une combattante très appréciée, enfin en tout cas pour ma part, Denise Gomez, qui est un Sherdog toujours très intriguant, si vous pouvez jeter un coup d'œil. Vous allez voir, il y a des victoires, des défaites très intéressantes à voir là-dedans. Donc elle est jeune en plus, elle a 25 ans. Elle a affronté là donc Elise Reed, qui selon moi, alors en plus avec... je crois qu'elle a 8-4 en carrière, quelque chose comme ça, n'a pas le niveau top 20, et c'est marrant de voir Denise Gomez qui, elle, a titillé un peu le top 15, et qui redescend, qui remonte là, qui, je pense, est sur une bonne lancée d'ailleurs, vraiment très intéressant. Alors en plus, on sait qu'elle a travaillé sur son grappling récemment, là, dans ces derniers mois. On s'attendait peut-être à voir de sa part une première victoire par soumission. Alors c'est pas passé loin, c'est pas faute d'avoir essayé au premier round. Vraiment là, elle aurait pu le faire, un bon travail au sol, mais voilà, en face quand même Elise Reed, on va pas se mentir, elle a un bon travail défensif au sol, elle sait quoi faire, donc c'était très intéressant. Après, quand ça s'est passé, tout ce qui s'est passé debout, toujours Elise Reed a des défenses problématiques debout, c'est pas possible. Denise Gomez quand même assez statique, elle reste sur ses mouvements de buste, elle choisit ses frappes, elle esquive bien. Vraiment, c'était intéressant à voir une bonne droite. Elle envoyait vraiment là, elle cherchait vraiment à placer sa droite intelligente. Au niveau de la lutte, ça c'est plutôt laborieux. Ça, par contre, c'est pas encore gagné. Mais voilà, elle était bien préparée à son adversaire, elle savait quoi faire, elle était en confiance. Elle a confirmé. Elle a eu, je crois d'ailleurs, un bonus. C'est mérité qu'elle continue et voilà, toujours à suivre. Denise Gomez, de toute façon, c'est toujours un plaisir de la voir dans la cage. Ensuite, on est parti sur Luana Santos. On est parti chez les Bantam femmes. Luana Santos contre Tainara Lisboa. Tainara Lisboa qui commence à être assez âgée, très peu active dans la cage selon moi, 34 ans, et Luana Santos qui est beaucoup plus jeune, mais voilà, qui change de caté, qui monte de catégorie après avoir battu Casey O'Neill. Elle n'a jamais été finie, Luana Santos, et on sait que dans ce match-up, elle va être plus rapide, elle a un bon judo, et voilà, elle a un excellent skill set au sol, voilà, et en plus elle a un bon cardio, donc il y a vraiment ce qu'il faut, et là effectivement elle a confirmé, En face, en plus, Tainara Lisboa avait une défense en grappling qui était difficile. C'était bon, c'est ok, mais pas folichon. On a eu le droit à un bon Wither fin du premier round aussi. Mais voilà, en face, on a Santos. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Debout, elle switch mal, mais elle envoie un bon jab. C'est rentré là-dessus. C'est difficile pour elle d'envoyer son bras arrière, par contre. Et voilà, derrière, c'est tout ce qui est phase de clinch où elle va crocheter la jambe, envoyer au sol, vraiment tout ce côté judo 4 qui ressort très très bien, très menaçante au sol, vraiment au niveau des menaces de soumission, elle a un grand arsenal. Et ça joue beaucoup en sa faveur. C'est vrai que dès qu'elle est au sol, dès qu'elle est en position dominante, elle va vraiment poser problème à ses adversaires. Elle a un excellent maintien au sol en plus de ça. C'est difficile de s'en dépêtrer. Donc voilà, donc elle choisit ses frappes, c'est très intéressant debout, elle trouve les ouvertures dans la défense en ligne de son adversaire. Ses amenées au sol sont très bien timées, elle a un grappling offensif qui est très solide. Vraiment, là je pense que elle peut essayer de titiller un peu le top 15 de la catégorie des bantams, il y a de quoi faire. Ensuite on est parti sur un Yadir Del Valle contre Conor Matthews. Premier combat à l'UFC de Yadir Del Valle. Qui nous vient donc des Contender Series de l'an dernier, qui lui aussi est invaincu, le Cubain, premier combat grand favori ici, 28 ans, un gaucher qui met la pression. Ici, il a envoyé des kicks, et ensuite il attrape du coup
les kicks de Conor Matthews pour essayer de travailler au sol, où il va travailler son grand handband, il met une bonne pression au sol, difficile pour Conor Matthews de s'en sortir. Conor Matthews qui défendait ici sa place dans le roster, il était sur 2 défaites consécutives, lui il vient des Contender Series de l'année précédente, et là il est sur 3 défaites consécutives, ça va être difficile pour lui, il a vraiment pas pu montrer grand chose, de toute façon là le combat c'est fini assez vite au premier round, il s'est fait soumettre. Voilà, c'était propre. Maintenant, bon, je suis pas non plus trop emballé par Del Valle, on verra par la suite. Ensuite, on est arrivé sur justement le fameux Jared Gordon contre Thiago Moises chez les poids légers. Thiago Moises, qui était plutôt, on va dire, un bourbier, un nom quand même dans le top 30, top 25 des lightweight jusque-là. Et c'est difficile pour lui. Pourtant, il n'est pas si vieux, il a 30 ans, mais il a quand même l'expérience, il a quand même un nom à l'UFC. Et Jared Gordon, lui, par contre, 36 ans, le vétéran qui est à l'UFC depuis 2017, qui met une bonne pression, mais la question c'est est-ce qu'il va pas être dépassé par un combattant plus jeune comme Moises, et très solide, très performant Moises. Malheureusement, voilà, je sais pas ce qui se passe pour Moises, j'ai l'impression qu'il n'était pas dans le combat, j'ai l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là, et je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est juste sur ce combat, mais j'ai l'impression qu'il a plus vraiment envie d'être dans la cage. C'est l'impression que ça m'a donné. Est-ce que c'était juste un jour sans ou pas? Je ne sais pas. Après, bon, on sait qu'au niveau du sol, c'était bon. On a vu un bon crochet du droit pour contrer les entrées de Jared Gordon. Mais voilà, lui-même, ses entrées, elles étaient pas bonnes. Voilà, il se retrouve dans une posture où il va alterner victoire-défaite. Je sais pas, je sens pas trop là. Jared Gordon, très bonne prestation. Vraiment très très bon là. Il amène bien au sol en attrapant un calf kick, je crois, de Thiago Moises. Il rentrait bien, c'est 1-2. 2 bons calf kicks. Voilà, et là, quand il met KO sur son crochet du droit en contre, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Généralement, là, ce qu'on va voir sur ce combat, c'est que Jared Gordon, il a une très bonne lecture en anglaise. Il n'y a rien à redire. Très bonne prestation de la part de Jared Gordon. On reste sur les poids légers, avec Gabe Green qui revient contre un nouveau venu, Matheus Camilo. Bah oui, parce que Camilo, ça va être son premier combat à l'UFC. Et Gabe Green qui était sur un ring rust, attention, drapeau rouge là, 2 ans de ring rust. Il n'y avait pas grand chose en faveur de Gabe Green là avant le combat, puisqu'il il a 32 ans, mais en face 24 ans pour Matheus Camilo, qui était pressenti pour gagner par KO sur ce combat. En plus, Gabe Green qui change de catégorie. Donc, c'était pas gagné d'avance pour Gabe Green. Alors, ça c'est marrant à voir par contre. Pour ceux qui se posent des questions, effectivement, Gabe Green, c'est un exemple typique de quelqu'un qui sait switcher. Quand il switch dans la cage, là, sur ce combat, en tout cas, c'est très propre. Voilà, il va pas se mettre, c'est pas dans des moments, des timings douteux ou quoi que ce soit. C'est toujours très propre, il switch beaucoup, et il le switch très bien. De toute façon, il est très dynamique, on le voit très bondissant. Par contre, pas trop de mouvement de tête non plus. Ça n'a pas forcément porté préjudice, mais voilà, on l'a vu début tranquillement, et des traits très mobiles, mais en tout cas il analyse beaucoup Camilo, et ensuite il va être plus actif, trouver les ouvertures. Il monte d'ailleurs une bonne droite pour contrer les entrées d'ailleurs de Camilo. Très bon fight IQ au niveau des combinaisons qu'il va envoyer, notamment contre la cage. En face, Camilo, alors qui envoie de très solides, on va dire larges crochets sur ses entrées, très intéressant, travaille derrière la garde de Gabe Green. Une bonne droite d'ailleurs lui aussi. Par contre, voilà, il y a ce pattern qui va ressortir au premier round avec ce body shot pour envoyer ensuite un crochet à la tête. Large crochet encore une fois. Il devient lisible et il se fait lourdement contrer sur ses entrées, comme je l'ai dit. Tous les deux, il va y avoir des phases de clinch contre la cage où il va y avoir des renversements, donc rien à signaler de ce côté-là. Camilo est pas du tout à l'aise quand il est acculé. On a vu Gabe Green en profiter largement. Gabe Green, très bon mental, très combatif. Et au final, au deuxième round, il arrive à placer une soumission sur Camilo. C'était très propre de la part de Gabe Green, très encourageant. Vraiment des doutes sur son retour après 2 ans d'absence. Changement de catégorie, et bien finalement, il confirme que là, il ne revient pas pour faire de la figuration.